fait que vous parlez de l'importance de travailler sur la connaissance de soi, je vais vous partager maintenant quelques clés à employer pour commencer à aborder ce travail. La première clé que je vais vous partager consiste à réaliser une liste où vous allez indiquer tout ce que vous aimez, tout ce qui vous attire, que ce soit valeurs, activités, lieux, vraiment liberté absolue, tout ce que vous aimez dans la vie de manière générale. Mais, point très important, vous allez faire cela sans penser au travail. Vous allez mettre de côté toutes les considérations professionnelles et vous centrer simplement en vous-même. En plus, ce travail d'ailleurs, il est beaucoup plus ludique et même plus facile à effectuer que se mettre tout de suite à créer un CV ou une lettre de motivation, et pourtant, il peut vous fournir des informations vraiment importantes. D'ailleurs, cela peut être intéressant aussi de noter tout ce qui ne vous plaît pas de manière générale. Laissez-moi vous dire aussi que cette liste et aussi de manière générale ce travail de autoconnaissance que vous allez peut-être effectuer, il n'y a que vous. Vous êtes en fait la meilleure personne placée au monde pour le faire. Vous êtes face à votre conscience et cela me mène à partager un des points clés. Je veux transmettre ici aussi, et même peut-être surtout aux personnes qui sont plus jeunes et qui doivent commencer à faire des choix très importants. Laissez-moi vous expliquer qu'en fait, pour le meilleur ou pour le pire, on est seul avec nos choix. Et devenir adulte signifie devenir sa propre autorité, incarner le rôle de la mère et du père en soi. Donc même s'il est sage et judicieux de se référer aux autres, que ce soit des parents, un professeur ou n'importe quel type de mentor que vous avez peut-être dans vos vies, vous ne pouvez en aucun cas responsabiliser les autres de vos choix, les céder ce pouvoir ou cette responsabilité que vous avez, mais eux non plus n'ont pas le droit de vous conditionner dans vos choix et de déterminer vos croyances. Parce que même si vous faites un choix et que ce choix implique une erreur, il vaut mieux apprendre de cette erreur que suivre un chemin que vous n'avez pas choisi, dans lequel vous ne croyez pas et qui vous a été imposé en quelque sorte. Tout d'abord, cette liste, elle va vous servir comme grille de référence précieuse et personnalisée par vous-même qui vous permettra de comparer face à votre liste de X options, de X cibles que vous aurez identifiées, d'études, de postes, de métiers. Donc vous allez simplement observer à partir de cette grille quelles sont les options où il y a le plus de points de correspondance par rapport à votre liste de base. Et attention ici, parce que cette liste que vous aurez réalisée, même si normalement elle est fiable, le problème c'est que votre autre liste d'objectifs, il faut juste garder à l'esprit qu'elle n'est pas forcément, que peut-être vous allez projeter des caractéristiques qui n'existent pas dans la réalité. Surtout lorsque vous êtes en train d'identifier des métiers ou des études que vous n'avez jamais réalisées ou dans des milieux que vous ne connaissez pas. Donc encore une fois, je vais mentionner plus tard, je vais expliquer quoi faire pour limiter ce risque, mais simplement garder cela à l'esprit parce que cela peut en quelque sorte biaiser votre travail de comparaison et vous mener potentiellement à faire des mauvais choix. Cette liste, elle va vous permettre également de prendre conscience de certains aspects qui étaient importants et peut-être que vous n'aviez pas autorisé à intégrer au moment de faire vos choix, mais qui pourtant sont tout à fait légitimes. Par exemple, une personne qui s'intéresse
à une entreprise dans l'univers du tourisme. Et mettons que cette personne attache une énorme importance à sa liberté. Si, mettons que cette entreprise, même si en principe elle correspond à un univers et elle représente une marque qui attire cet individu, mais si la culture de l'entreprise est très hiérarchisée, bah, la personne, elle va commettre une erreur. Donc il est toujours important aussi garder à l'esprit de prendre en compte les aspects dans leur globalité, quel est l'écosystème, la culture, l'équipe humaine vers laquelle vous pensez vous orienter. Deuxièmement, cette liste, elle va vous servir comme point de référence, comme base pour commencer à effectuer ce travail de recherche, d'identification dans le monde extérieur de pistes qui vous correspondent. Et cela peut aussi s'avérer très utile. Dernièrement, cette liste, elle peut adopter une dernière fonction, étant donné qu'elle peut représenter, elle peut être la base, les ingrédients du métier que vous pouvez créer pour vous-même. Car je crois qu'il est important aussi de garder à l'esprit que c'est une option qui, normalement, elle est toujours à votre portée, et surtout quand on est en train de persévérer et qu'on n'arrive pas à trouver dans le monde extérieur la voie professionnelle qui nous correspond. Au lieu de persévérer, je ne vais pas dire à échouer parce que j'aime pas ce mot, mais à ne pas obtenir de résultats, peut-être le problème ne vient pas de nous, mais juste de la stratégie qu'on adopte, et il s'agit d'avoir l'intelligence de changer de stratégie, changer d'approche et tout simplement créer ce métier à votre mesure, personnalisée vous-même et prendre cette responsabilité. Naturellement, je ne dis pas que ce soit la voie forcément la plus facile, mais je rappelle que c'est une voie qui existe et qui est à votre portée. La deuxième clé que je souhaite vous partager est la réalisation d'une deuxième liste où vous allez noter, vous allez identifier toutes les qualités et toutes les compétences. Je dis qualité parce que les aspects de la personnalité comptent également, où vous pensez être meilleur que les autres. Attention ici, parce que notamment pour les personnes qui ont un problème d'estime de soi et qui vont peut-être penser moi il y a rien qui me vienne à l'esprit, je ne pense pas qu'il y ait aucun aspect où je sois marginalement meilleure que les autres, ou au contraire d'autres personnes qui vont beaucoup se gonfler et noter plein d'éléments où ils pensent être mieux que les autres dans plein de domaines. Gardons à l'esprit qu'en général cela provient de notre ego. C'est notre ego qui nous mène à avoir un regard, une vision extrême de nous-mêmes, que ce soit dans l'extrême positif ou négatif d'ailleurs. Donc quand vous serez dans cette démarche de travail, de connaissance de vous-même, rappelez-vous de garder ce regard objectif vis-à-vis de vos qualités et de vos défauts, ou limitations ou zones d'amélioration. Et la manière de vérifier que vous êtes sur la bonne voie, c'est justement de ne pas tomber sur des conclusions qui sont extrêmes et où vos propos seront nuancés. Toujours est-il qu'il peut toujours être difficile pour certaines personnes d'arriver à identifier des éléments, notamment parce qu'il est vrai que parfois nous avons une sorte d'aveuglement vis-à-vis de certains aspects de notre personnalité. Et donc à ce moment-là, pourquoi pas, vous pouvez faire appel à des personnes de votre entourage, des personnes très proches, et j'insiste, vraiment de confiance pour vous. Et ils peuvent vous partager leur avis ou leur opinion. Mais encore une fois, j'insiste, faites toujours très attention et gardez à l'esprit qu'au final, toujours ce qui compte le plus, c'est la vision que vous avez vous-même de vous-même. C'est cela ce qui devrait peser de manière privilégiée au moment de faire des décisions. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, même si vous faites des erreurs dans vos choix, au final, vous allez seulement apprendre et évoluer de ces erreurs que s'ils provenaient de votre propre volonté et pas d'une volonté extérieure. La troisième clé d'autoconnaissance que je vais vous partager consiste à utiliser les tests de personnalité.
Bon, ici, il s'agit de mener le travail d'autoconnaissance peut-être de manière un peu plus poussée et un peu plus générale. Je n'aime pas particulièrement tous les tests de personnalité voilà, de manière générale, mais il y a deux systèmes que j'aime beaucoup et il s'agit du MBTI et de l'énéagramme de la personnalité. Donc ces deux tests, je les utilise tout le temps au travail, surtout l'énéagramme de la personnalité. C'est un outil qui, à mon avis, est vraiment très puissant et très efficace, qui, à titre personnel, m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi-même et qui a été vraiment très révélateur. Et comme je dis, je m'amuse à l'utiliser tout le temps, non seulement dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Naturellement, aucun test sera, aucun test viendra définir ou figer de manière intégrale qui vous êtes dans toutes vos nuances et toute votre complexité. Bien évidemment, on est tous uniques et différents. Mais je pense qu'il peut être utile de se référer à ces systèmes et à certains archétypes. Moi, j'aime penser de cette manière. Il s'agit d'archétypes qui vont nous permettre, encore une fois, de ramener à la conscience, de conscientiser certains mécanismes de fonctionnement qu'on a et qui peuvent être intéressants à prendre en compte au moment de prendre des décisions et au moment de s'orienter dans sa vie de manière générale et dans sa vie professionnelle. Je vais vous laisser plus bas des liens de sites web qui me paraissent fiables et où vous pourrez effectuer ces tests si jamais cela vous intéresse. La quatrième clé que je vais vous partager pour apprendre à mieux vous connaître est d'essayer d'observer là où votre énergie semble devenir fluide. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, lorsque vous êtes dans un entretien de travail, essayez d'observer si à certains moments, pendant que vous êtes en train de raconter des aspects du quotidien, de votre métier, certaines activités que vous êtes en train de décrire, et simplement essayer de regarder si à certains moments, il y a un sourire involontaire qui va se créer. Parce que ce sourire sera le reflet de cet amour, de cette chose qui vous rend heureux dans votre vie professionnelle. Autre moyen, et d'ailleurs le principal, serait d'observer ce sujet de conversation qui est peut-être récurrent lorsque vous parlez à vos proches, à vos amis. Cette idée, cette thématique qui est souvent dans votre esprit. Cette activité vers laquelle vous retournez de manière presque inconsciente, hypnotique, alors que vous avez peut-être d'autres priorités. Il est très important d'identifier cela parce que là où votre énergie devient fluide, vous signale l'endroit où votre énergie se régénère. Et là où votre énergie se régénère, où votre énergie devient presque infinie, c'est là où vous allez donner le meilleur de vous-même. Cela implique naturellement qu'une personne qui n'est pas motivée dans son métier, qui n'aime pas son métier, est inévitablement condamnée à la médiocrité, étant donné que cette personne ne va pas essayer de donner le meilleur d'elle-même, ni de progresser dans ses compétences ou qualités. Mais attention ici, parce que quand je vous parle d'identifier là où votre énergie semble devenir fluide, je ne veux en aucun cas dire que vous vous destiniez aux activités qui ne vous demandent pas d'efforts, qui sont simples pour vous. Non. Ce que je veux dire, c'est que vous essayez d'identifier ces activités que vous aimez et où par exemple les 30 minutes où vous faites cette activité, vous vivez votre perception du temps et votre résistance est sensiblement différente aux 30 minutes où vous exercez une activité qui ne vous plaît pas et où à la fin vous aurez un sentiment de fatigue parce que oui, il y aura un effort, mais il s'agira d'une fatigue connectée à une satisfaction parce que vous sentirez l'identification entre cette activité, cette chose que vous aurez réalisée et vous-même, vos motivations profondes, vos valeurs, vos intérêts. Et je ne doute pas que vous êtes capable de différencier cette fatigue de satisfaction que je viens de vous décrire
par rapport à une fatigue de vacuité. Pour vous donner une image, pour illustrer cela, fatigue de vacuité, vous pouvez l'observer et même la ressentir très facilement. Si par exemple vous fréquentez la ligne 1 du métro à Paris en fin de journée, et il suffit de ressentir, parce que c'est quelque chose qu'on ressent même, la fatigue qui se dégage de la plupart des gens malheureusement, qui est une fatigue qui à mon avis dépasse la fatigue physique ou intellectuelle, mais il s'agit d'une fatigue de l'âme. C'est la fatigue du vacuité est une fatigue de l'âme. Et à mon avis, cette fatigue de vacuité se produit lorsqu'on ne se sent pas identifié par rapport à notre métier. Plus explicitement, lorsque l'on ressent de manière inconsciente ou consciente que dans notre métier, on n'est pas en train d'évoluer, de progresser dans les valeurs, dans le savoir-être et le savoir-faire qui est important pour nous, qu'on identifie par rapport à l'image de ce que représenterait devenir la meilleure version de soi-même, mais au contraire, on est en train de répondre à des besoins, des intérêts dans lesquels on ne s'identifie pas et qui sont les intérêts de notre employeur ou de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, à mon avis, il s'agit d'un phénomène de non-identification entre le sens de l'individu et le sens de l'organisation à laquelle il appartient. La 5e clé pour l'autoconnaissance est d'essayer d'identifier et de différencier vos motivations extrinsèques de vos motivations intrinsèques. Okay. Pour ceux qui ne le comprennent pas. Les motivations intrinsèques sont celles qui sont liées à notre intériorité, alors que les motivations extrinsèques sont celles qui sont liées au monde extérieur, aux autres, etc. Donc, je dis cela parce que grâce à mon travail, j'ai pris conscience à quel point les motivations extrinsèques peuvent finir par avoir un impact massif sur la vie des individus et même comment elles peuvent finir par devenir l'angle à travers lequel prendre des décisions et aussi évaluer sa propre valeur. Je vais devenir un peu plus explicite. Un exemple typique de motivation extrinsèque consiste à choisir telles études ou tel métier, telle profession pour faire plaisir à papa ou à maman, ou aux deux. Un autre exemple typique de motivation extrinsèque, et le plus commun d'ailleurs, c'est l'argent. L'argent est une motivation extrinsèque pour tout le monde. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Mais en travaillant dans ce milieu de la finance où les gens ont tendance, ils gagnent beaucoup plus d'argent par rapport à la moyenne des autres métiers, j'ai pu identifier un effet un peu pervers présent assez souvent où les personnes finissent par croire que leur valeur s'identifie à ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire parce que je gagne X, je vaux X. Et encore une fois, essayons de faire très attention à la manière où on dit, on se raconte les choses, parce que la réalité n'est pas que je gagne X d'argent. Mais oui, je vends le temps de ma vie pour X somme d'argent. Donc il s'agit que l'argent pour lequel vous vendez le temps de votre vie ait un sens pour vous. Sachez que je ne juge pas du tout et que je comprends que tous nous avons des motivations extrinsèques et intrinsèques. Ce n'est pas possible d'éradiquer les motivations extrinsèques. Elles vont toujours être là. Mais simplement, je vous incite à les identifier, à les conscientiser et à vous rendre compte que... Parce que surtout, on a tendance à penser que le choix le plus pertinent, le plus judicieux au court terme est de choisir la sécurité, de suivre la voie de la motivation extrinsèque, comme par exemple quelqu'un qui va privilégier comme premier critère de recherche professionnelle un poste qui lui donne un CDI ou une certaine stabilité.
Et je n'ai rien contre la sécurité et la stabilité. Le problème est que quand on crée un déséquilibre, et sur le moment peut-être on ne voit pas ce déséquilibre, plus tard on va finir par ressentir ce décalage, on va finir par ressentir ce décalage par rapport à notre intériorité et nos motivations intrinsèques, surtout si le choix qu'on a fait est vraiment très très loin de cela. Et je comprends aussi tout à fait qu'il y a des circonstances de vie qui nous forcent à faire des sacrifices. Je pense par exemple à quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son métier et qui doit subvenir aux besoins de sa famille, payer les études de ses enfants. Cela est très noble et je le comprends. Mais encore une fois, je suis convaincue que quelle que soit notre situation, on a toujours une sorte de marge pour faire des changements. Et même si peut-être par rapport à l'instant qu'on vit actuellement, ce n'est pas possible, essayez de toujours le temporaliser, de toujours l'inscrire dans un temps défini, afin que vous ne vous trouviez pas dans une situation sans horizon pour vous, où vous êtes enfermé et où vous êtes en train de stagner et de vous laisser votre énergie vitale être sucée et détruite un peu plus chaque jour. Essayez d'établir des plans, au moins pour le moyen ou pour le long terme, des plans d'action pour faire quelque chose qui vous permette de transformer un petit peu votre situation actuelle. Parce que parfois, on est tellement dans notre malheur et on est tellement dans notre inertie qu'on ne finit plus par voir les options qui sont à notre portée et les choses que nous pouvons faire pour changer ou améliorer un petit peu. Et je ne suis pas naïve. Ne pensez pas que quand je vous dis sens, je parle à l'épanouissement ou au bonheur de manière vide. Je comprends qu'il y a toujours une part d'effort et de difficulté. Il s'agit de se connecter à un sens, à un effort qui fournit un sens et pas un effort qui fournit une vacuité. Je vais vous partager maintenant un exemple qui permet d'illustrer l'impact de la non-conscientisation de la motivation extrinsèque. Il s'agit d'un entretien qui est un de ceux qui m'a le plus frappé. Il s'agissait d'un entretien avec une fille qui avait à peu près mon âge. Elle était très bien habillée, très élégante, elle portait un sac Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, je ne me souviens plus, des talons aiguilles, enfin la totale de l'image de la businesswoman accomplie. Et donc pendant l'entretien, on comprend qu'elle a toujours été très bonne élève, elle a toujours essayé de suivre le parcours le plus élitiste. Et bon, à un moment donné, je lui pose une question, je lui dis « Ok, j'ai compris que ton moteur a toujours été essayer d'être la meilleure, d'ascendre socialement par rapport à ta famille, de faire toujours ce que les profs t'ont dit, d'essayer tout le temps de suivre la voie royale, ce que l'extérieur indiquait comme la voie royale. Mais en fait, je suis intéressée de connaître, de comprendre quel est le fil sous-jacent, quelle est ta motivation intrinsèque derrière tout ce chemin, derrière chacun de tes choix. Et à ce moment-là, elle était décontenancée, pourtant elle était très intelligente, mais elle n'était pas capable de répondre à la question, alors qu'elle était, à mon avis, assez simple. Et je pense qu'elle n'était pas capable de répondre à cette question parce qu'elle n'avait jamais pensé à se poser cette question elle-même. Et à ce moment-là, elle a été très courageuse et elle a avoué qu'en fait, elle était en thérapie et qu'effectivement, elle ressentait qu'il y avait une vacuité dans sa vie, qu'elle ne comprenait pas. Et je pense que ce qui arrivait à cette fille, c'est qu'elle était déconnectée d'elle-même. Et malgré le fait de l'extérieur représenter une image de réussite professionnelle, la réalité intérieure était tout autre. Donc moi, je ne suis pas du tout en train de la juger, ni de juger le fait de vouloir chercher la réussite matérielle, ni quoi que ce soit. Juste, ça me pose problème lorsque cela devient une fin en soi. Encore une fois, je dis tout cela sans juger personne, mais essayons de rester vigilants et de conscientiser comment fonctionnent nos motivations.
Donc je suis très heureuse de vous avoir partagé les 5 premières clés de l'autoconnaissance. Je vous partagerai le reste de clés dans ma prochaine vidéo. De toute façon, il y aura beaucoup de vidéos liées à cette thématique. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous ai dit au début, partager tout cela était vraiment important pour moi. Et si vous avez des réactions, des suggestions ou aussi des témoignages à partager, surtout, n'hésitez pas à le faire parce que plus on a des informations complémentaires et des témoignages vrais, plus ce contenu sera utile pour le maximum de personnes. Donc merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.